Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Cette semaine, retour sur le code de procédure pénale et les discussions qui vont avec. Les débats et même les inévitables controverses et incontournables polémiques battent leur plein, alors que ce projet est encore en discussion en commission au niveau de la Chambre des représentants. La réforme proposée par le ministre de la Justice, Abdel Fouebi, rencontre des difficultés à passer dans le circuit législatif et essentiellement les articles 3 et 7 du texte qui connaissent de la capacité des associations et des citoyens à rester en justice contre des administrations élues. Le ministre tient à sa réforme, la société civile tient à la suppression des amendements proposés et des organes constitutionnels. Plusieurs organes constitutionnels se prononcent également contre. Par ailleurs, le gouvernement, à travers son ministre Fouebi, il faut le reconnaître, est porté par sa volonté de revoir la plateforme pénale dans son ensemble, comme cette loi sur les peines alternatives, par exemple, qui entre en vigueur ce mois d'août et qui doit décongestionner notre système pénitentiaire, accueillant actuellement plus de 100 000 détenus, dont environ 40% en détention préventive. Il en va de même pour la question des chèques sans provision. Nous en parlerons donc. Mais alors, si on reste dans cette philosophie d'une politique pénale douce et adéquate, que faire des articles sur les libertés individuelles, par exemple? Alors, ce n'est pas la procédure pénale, c'est plutôt le code pénal. On en reparlera aussi. Donc, on aura les avis des uns et des autres. Avec nous pour en parler, Maître Hassan Souzi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes magistrat détaché au ministère de la Justice à la direction des affaires pénales, de la grâce et de la détection du crime. Merci encore, Maître, d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Maître Yasmine Zaki, bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate, vous êtes membre aussi du comité central du PPS, du Parti du Progrès et du Socialisme. Donc vous êtes dans l'opposition. Nous avons essayé d'avoir des responsables, des élus de la majorité pour défendre ce projet qui va certainement être voté, mais ils étaient tous indisponibles. Alors on y va. Première question, rapidement, je commence. Donc nous avons la magistrature et le barreau, chacun bien sûr a sa manière de voir les choses. Si je devais vous poser la question pour une réponse rapide, je commence par vous, Maître Zouzi. C'est quoi un code de procédure pénale par rapport à un code pénal? Tout le monde n'est pas censé savoir ça. Ça va être la même question pour vous, Maître Zaki. Le code de procédure pénale est un code qui régit l'ensemble des étapes et formalités qui permettent d'actionner l'appareil judiciaire. Ça veut dire l'ensemble des formalités et des étapes par lesquelles passe l'action, à la fois dès la réception de la plainte, de la dénonciation jusqu'au jugement et aussi jusqu'à l'épuisement des voies de recours. Contrairement au code pénal, qui est un droit de fond, il édicte un ensemble et il détermine à la fois les faits qui sont constitutifs d'infraction, il détermine les sanctions y afférentes et par la suite, le code de procédure pénale est un code formel, l'autre est l'ensemble des règles de fond. Très bien. Qu'est-ce que vous auriez ajouté là-dessus en tant qu'avocate, Maître Zaki? Alors tout à fait. La différence entre le code de procédure pénale et le code pénal est principalement répressif. Il est là pour venir mettre en place ou pour venir énumérer l'ensemble des infractions ou l'ensemble des actions qui peuvent être considérées comme étant des infractions au niveau du territoire marocain. Et il est là aussi pour énumérer l'ensemble des sanctions que l'on peut envisager par rapport à ces infractions. En revanche, le code de procédure pénale, comme son nom l'indique, est un code de procédure. C'est-à-dire qu'il va venir installer l'ensemble des procédures à établir ou l'ensemble des procédures à appliquer tout au long du procès. Et donc, bien évidemment, c'est là où on devra respecter tous les droits et toutes les procédures qui sont émanant bien sûr de la Constitution, mais qui sont bien sûr des droits que l'on devrait respecter pour justement avoir un procès équitable. Et c'est lui qui est le garant du procès équitable et d'un ensemble de droits fondamentaux. Donc finalement, si je devais résumer ça d'une manière un peu familière, c'est le code de procédure pénale, c'est le mode d'emploi de la justice. Tout à fait. Comment travailler, comment faire les choses avant d'arriver à la sanction ou à la relaxe proprement dite. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Sur ce code de procédure pénale, l'article 3, on en a parlé pendant qu'on préparait l'émission, Maître Souzi, ce fameux article 3 qui a été proposé à la réforme, à l'amendement par le gouvernement, par le ministère de la Justice, dont vous êtes. Cet article 3, avant
il y avait tout le monde qui pouvait ester en justice contre des élus, des administrations, enfin un dysfonctionnement, une dilapidation de deniers publics. Alors je vous laisse expliquer de quoi retourne cette réforme, ce que vous en pensez aussi. Oui. L'article 3, parce qu'on va passer à l'article 7 qui pose problème aussi. Effectivement. Tout d'abord, le contenu de la réforme de l'article 3 apporté par le projet de code de procédure pénale. Le paragraphe ou la lignée qui pose problème, j'estime que c'est la lignée numéro 7 et qui détermine, qui encadre effectivement les modalités, les modalités de mettre en mouvement l'action publique en ce qui concerne les infractions liées aux deniers publics et liées effectivement à la corruption et les autres infractions de ce genre. Alors, effectivement, le constat, quand vous l'avez bien souligné, était que la mise au mouvement de l'action publique n'était pas conditionnée par des conditions au préalable avant. Mais actuellement, ce texte ou ces dispositions vient effectivement pour encadrer cette action. Alors, deux questions, à mon avis, s'imposent. Tout d'abord, pourquoi cet encadrement et quels sont les arguments effectivement présentés aujourd'hui par les uns et les autres en guise de critique à la rédaction de ce projet d'article contenu par le Code de procédure pénale, notamment l'article 3. Alors, l'article 3, il essaie, comme je l'ai bien souligné, d'encadrer le recours, effectivement. Qui a le droit d'aller en justice? Pas qui a le droit d'aller en justice, parce que, et c'est ça la nuance, effectivement, et les subtilités qu'on va essayer de déceler pendant, effectivement, cette séance, parce que ester en justice, c'est autre chose. Et l'article ne met aucunement, n'a touché aucunement ce droit ou n'impacte, il n'altère même pas ce droit et on va voir comment. Mais qu'est-ce qu'il a fait l'article? L'article actuellement, il propose une procédure au préalable. Cette procédure au préalable, elle est communément, disons, admise en d'autres matières. Par exemple, en matière de contentieux fiscal, il y a une phase pré-contentieuse par laquelle on doit passer avant d'aller devant le juge. Mais maintenant, alors cette phase pré-contentieuse pénale, pourquoi il s'impose? Il s'impose pour la simple raison. Tout d'abord, la nature des infractions. La nature des infractions qui est la criminalité liée au deniers public, effectivement, est liée au deniers public. Alors, ce type de crimes, ils ont beaucoup de singularisme, notamment au niveau de leur système de preuve. Le système de preuve est tellement complexe en la matière. Alors, le constat établi avant, c'était que la justice ou le ministère public d'une manière générale, quand il reçoit une plainte ou une dénonciation dans ce sens, alors il doit enquêter. Enquêter, ça veut dire quoi? Ouvrir une enquête policière sous effectivement la tutelle du ministère public qui gère ces enquêtes publiques avec toutes les conséquences qui en découlent. Et c'est là toute la discussion. C'est là toute la discussion. Pourquoi? Parce que quand on ouvre une enquête policière, en sachant pertinemment que nous n'avons pas suffisamment de moyens de preuve. Parce que l'essence même de l'enquête préliminaire et l'essence même de cette enquête est effectivement regrouper ces moyens de preuve pour statuer vers la fin de la poursuite. Est-ce qu'on va poursuivre ou on va classer sans suite cette affaire en vue des éléments fournis par l'enquête préliminaire. Alors, au début, nous n'avons aucun élément. Nous avons des allégations dont on ne sait même pas encore le bien fondé du nom de ces allégations. Alors, on ouvre une enquête judiciaire. Les conséquences de ces enquêtes judiciaires, quelles sont ces conséquences? Ils ont des conséquences à la fois sur l'argent public même qu'on veut protéger, mais aussi sur la personne suspecte. Pourquoi? Et notamment en cette matière parce que les auteurs présumés de ces infractions sont soit des fonctionnaires publics,
des politiciens, des hauts fonctionnaires publics, et par nature sont des gens qui ont besoin de protection par la nature même de leur fonction. Par la nature même de leur fonction. Donc la protection, c'est de dire aux citoyens lambda, à l'association X, de ne pas pouvoir... Non, ce n'est pas ça la protection, mais la protection, c'est de s'assurer. C'est de s'assurer d'un minimum exigible de la véracité et du caractère sérieux de ces allégations avant d'ouvrir une enquête. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que ce politicien ou ce fonctionnaire en cours d'exercice effectivement de ses fonctions, il peut y avoir je dirais pas, mais des ennemis entre parenthèses, des adversaires qui peuvent effectivement... Politiques ou la familiaux. Effectivement. Alors, dans de telles situations, on peut envisager l'existence des allégations non fondées, n'est-ce pas? Oui. Alors, ces allégations... Il y a une justice, il y a des articles qui va statuer. Mais le problème, c'est quoi le problème? Mais c'est quoi le problème à ce niveau-là, c'est Aziz? Le problème, c'est que une fois une enquête policière est ouverte, et une sorte de condamnation publique, je dirais, pas une condamnation judiciaire. Il va être appréhendé au vu du public comme étant effectivement un criminel. Et le jugement qui va l'innocenter ou la décision de classer sans suite, il va arriver encore plus tard. Avant de continuer la discussion, Maître, si vous permettez, je voudrais donner la parole 5 minutes aussi pour maintenir l'égalité du temps, enfin pas des chances, mais du temps de parole. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez entendu les arguments de M. Azzouzi. En gros, je retiens la dernière partie surtout, c'est que la réputation de cette personne-là peut être entachée. J'aurais pu vous répondre que c'est pour ça qu'il y a la présomption d'innocence. Il est présumé innocent. Peut-être que dans notre mentalité à nous autres, on n'a pas encore cette question qui est véritablement ancrée. Il a été condamné. Alors allez-y, Maître. Qu'est-ce que vous pensez de cet article 3 qui limite la saisine de la justice pour les crimes financiers, dilapidation de biens publics au procureur général, aux inspections des différents ministères ou de la Cour des comptes? Au fait, déjà, pour revenir sur ce que vient de dire Maître Azzouzi, par rapport au fait qu'il y a un souci qui se posera par la suite par rapport à la réputation de toute personne. Le problème de réputation ne se pose en aucun cas, étant donné que dans ce genre de situation, la présomption d'innocence, elle prime, et c'est cette philosophie que devra porter le Code pénal et le Code de procédure pénale. C'est-à-dire que si l'on installe une présomption d'innocence au départ et que si le Code est porteur de cette philosophie, je pense que ça pourra aussi impacter les mentalités et impacter la vision des citoyens et citoyennes. Tout d'abord. En réponse aussi au fait que des fois il pourrait y avoir des dénonciations qui pourraient être sous couvert de conflits politiques, des fois des conflits électoraux ou autres. Je pense que le Code pénal statue préalablement par rapport à la situation. Nous avons l'article 445 du Code pénal qui statue sur les dénonciations calomnieuses et qui pourrait être appliqué pour ce genre de situation. Donc le problème là non plus ne se pose pas. Le problème qui se pose réellement est un souci de démocratie participative, est un souci de... c'est un frein net qui a été mis en place par rapport aux citoyens et citoyennes et aussi par rapport aux associations qui ont très souvent, et le plus souvent, ce ne sont pas des conflits politiques que l'on devra gérer, mais ce sont très souvent des dénonciations avec preuve à l'appui, étant donné que l'appareil législatif ou que l'appareil judiciaire, ne pourra fonctionner que preuve à l'appui. Donc, si la personne qui dénonce ce genre de faits, à savoir pour des faits de corruption, pour des faits de détournement de fonds, pour des faits de crimes financiers, ne dispose pas des preuves suffisantes, je vois très mal l'appareil judiciaire faire marcher toutes les procédures sans preuve à l'appui. Donc, il faut forcément des preuves à l'appui. Et si nous avons des preuves, il faut automatiquement que l'appareil soit activé. Aussi, par rapport à la protection
j'entendais tout à l'heure parler de protection par rapport à certaines personnalités ou autres, la protection qui est due à toutes les citoyennes et à tous les citoyens est la même que celle due à ces personnes. Je vois très mal appliquer des mesures bien déterminées parce que tel est politicien, parce que tel a un tel pouvoir. Ça, c'est un enjeu de pouvoir. Et donc là, on va commencer à installer une sorte de discrimination en faveur de certaines personnes parce qu'elles sont détentrices justement d'un certain pouvoir. Et ça, c'est parfaitement discriminatoire à l'égard de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Voilà. Et donc, dans ce sens, il y a une sorte de mise à l'écart de l'ensemble des associations qui sont le plus souvent qui travaillent au niveau local. Et donc, c'est une sorte de mise à l'écart de la part de ce code de procédure pénale. Et en quelque sorte, on leur dit mêlez-vous de vos affaires, ça ne vous regarde pas. On est seul en mesure de juger quels sont les faits que l'on pourra traduire devant la justice et quels sont les faits qui ne le sont pas. Alors, maîtresse Zouzi, moi, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans votre raisonnement, mais moi, je ne suis pas juriste, je suis journaliste. Maître Zaki, qui, elle, est juriste, a répondu avec certains arguments. Alors, je retiens de ce qu'elle a dit la démocratie participative, mais je voudrais aussi vous donner quelques chiffres. Il y a à peu près une quarantaine d'élus parlementaires qui sont en délicatesse actuellement avec la justice. Certains ont été jugés, condamnés et incarcérés, d'autres sont en instance de jugement. Une troisième catégorie, et on en connaît beaucoup, qui sont poursuivis judiciairement depuis 10 ans, 15 ans, et qui quand même continuent d'être élus. Donc ça veut dire que l'argument que vous avez émis tout à l'heure, on va ruiner la réputation de quelqu'un qui continue à gérer les biens publics, ça ne devrait pas être ça. Donc comment vous pourriez répondre à ça? C'est la question de la démocratie participative. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si tout le monde dit ça, et je dis tout le monde, donc c'est bon, c'est Madame Zaki, elle est avocate, elle est opposition, mais il y a aussi les organes constitutionnels, on va en reparler tout à l'heure. Donc comment vous pouvez répondre à ça? Je vais répondre de la manière suivante. Tout d'abord, le contenu de cette réforme, parce que jusqu'à maintenant, on ne l'a pas encore présenté. Le contenu de cette réforme, c'est quoi? C'est mettre des verrous, des garde-fous, je dirais, non pas des verrous, des garde-fous. Pourquoi? Pour permettre effectivement à ces associations. Parce que maintenant, l'article 3 n'interdit pas les associations à dénoncer. Sauf si vous entendez dire par dénoncer, aller directement au procureur. Or, le mot dénoncer ne veut guère dire aller porter plainte devant un procureur. Mais dénoncer, dans la littérature la plus simple, la plus basique, dénoncer, c'est porter à la connaissance des autorités publiques l'existence d'un fait qualifié d'infraction. Ah, donc c'est-à-dire, on ne va pas directement en tant qu'association, mais on peut aller à l'instance de prévention de lutte contre la corruption. Pas uniquement. Un parmi d'autres. La Cour des comptes, les CRC, les cours régionaux des comptes, les inspections ministérielles. Oui. Actuellement, tous les ministères ont effectivement des services dédiés à ces plaintes. Alors, le premier élément que j'ai essayé d'étayer devant vous, c'était quoi? Parce que malheureusement, le débat était un peu détourné vers un autre sens, mais je vais aussi répondre à... le débat public, monsieur Adezelen. Le débat public, d'une manière générale. D'une manière générale, je crois y compris ici. Voilà, y compris, oui. Allons-y. Pourquoi? Parce que pourquoi j'ai dit que le législateur a essayé d'encadrer l'action des associations et non pas de les interdire ou de mettre des obstacles, jamais. C'est ça, si ce n'est ni l'objectif, ni l'effet que peut produire les dispositions de cet article. L'objectif recherché aujourd'hui est de rationaliser la participation et rendre cette démocratie participative. Parce que, malheureusement, on parle des mêmes objectifs. Les objectifs recherchés par l'article 3 même, c'est effectivement rationaliser cette démocratie participative. Et aussi permettre à ces associations de jouer pleinement leur rôle, parce que nul ne peut contredire le fait que le tissu associatif a un rôle très important, notamment dans le dispositif de lutte contre ce type de criminalité. Ça, c'est certain et évident, et personne ne peut prétendre le contraire. Ce qu'on dit actuellement, c'est
avant d'aller directement à la justice, si l'objectif, quel est l'objectif recherché par les associations, par même les... C'est dénoncer la corruption, n'est-ce pas? Alors dénoncer la corruption, comme je l'ai bien souligné, ne veut pas dire aller directement auprès d'un procureur, mais aller auprès d'une instance ou d'une entité publique qui a les moyens à la fois techniques et humains permettant de s'assurer de la véracité de ces allégations. Pourquoi on parle actuellement de l'INPPLC ou même de la Cour des comptes, etc. Parce qu'ils ont un corps spécialisé. Et cet article 3, je dirais même, il a un avantage majeur. C'est quoi cet avantage majeur de l'article 3? C'est de mobiliser ces institutions et fédérer tous ces efforts, effectivement, dans le rôle. Parce que le débat d'avant, c'était quoi? C'était que tout le monde se demandait, connaît-il des rapports émis par l'IGF, par l'IGAT, par la Cour des comptes, etc. Aujourd'hui, il y a une passerelle institutionnelle, il y a cette passerelle légale qui permet à ces instances, effectivement, d'établir un lien direct avec l'appareil judiciaire. J'ajoute, si vous me permettez, si vous permettez, la façon dont cette action était exercée avant le projet, qui porte, à mon avis et à mon regard, atteinte au principe de présomption d'innocence. Pourquoi? Parce que si on permet effectivement le passage direct à l'appareil judiciaire, sans même une enquête, je dirais une enquête préliminaire spécialisée. Parce qu'actuellement, la Cour des comptes et l'INPPLC et les inspections ministérielles, ils agissent actuellement en leur qualité de qui? D'une police judiciaire spécialisée, notamment en cette matière. Et cette police judiciaire spécialisée en cette matière, le principe, il existe dans beaucoup d'autres domaines, notamment les infractions liées le code d'urbanisme, environnemental, etc. Il y a toujours cette police spécialisée qui fait l'enquête avant, effectivement, de passer à la justice. Mon temps est coulé. Allez-y, finissez votre phrase et après on passe à Maître Zaki parce qu'elle a encore des choses. Par rapport aux dispositions de l'article 446 dont ma consoeur a fait allusion et qui réprime effectivement et sanctionne la déclaration calomnieuse. Et je vais le lier avec le fait que, effectivement, le fait d'ouvrir la porte sans sélection, sans filtre, sans une étape de filtration, constitue une atteinte au principe de présomption d'innocence. Pourquoi? On va revenir sur ça. Pourquoi? Parce que même après quand est-ce qu'on peut avoir une condamnation pour dénonciation calomnieuse? C'est après un procès. D'ailleurs, le commencement de procès, c'est quoi? C'est soit une décision de classement sans suite, soit une décision effectivement d'innocence. Ça veut dire après un long temps, après une condamnation du public. Alors justement, il y a un problème là-dessus, Maître. Il y a un problème là-dessus. Vous avez encore beaucoup de temps de parole, Maître Zaki. La dénonciation calomnieuse, etc. Mais il y a aussi autre chose sur laquelle vous êtes revenus tous les deux en filigrane, c'est qu'il y a une question de la lenteur judiciaire. Si les choses se faisaient beaucoup plus rapidement que ça pourrait peut-être laisser le droit aux gens d'aller saisir la justice s'il le faut, sans passer par des organes qui peuvent poser problème. Je m'explique, et je vous laisse la parole, cher Maître Zaki. Allez dénoncer un crime à une inspection d'un ministère, vous allez tomber sur la classe politique d'une manière générale qui va vouloir se protéger. Peut-être que l'inspecteur qui dépend d'un ministre, qui dépend d'une majorité, qui est associé avec la personne indélicate, voudra le protéger. On a vu que les organes constitutionnels, CNDH, CESE, l'instance de prévention, INPPLC, se sont fait engueuler copieusement par le ministre de la Justice. C'était quand même assez abusif. Donc on peut se poser la question sur... J'entends bien votre raisonnement qui est clair, qui est logique, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on peut en dire, Maître Zaki? La lenteur de l'appareil judiciaire, il pose réellement problème.
Et le fait de devoir aller dénoncer les crimes commis vers d'autres institutions, ça va rendre ces dénonciations ou le fonctionnement de l'appareil judiciaire encore plus lent, étant donné qu'il va falloir dénoncer, suivre une procédure auprès des institutions que mon cher confrère vient de citer, et par la suite, peut-être, justement, le ministère public pourra ensuite se saisir et ce qui va rendre les choses encore plus lentes. Et c'est une sorte de frein que l'on met devant les justiciables et devant les citoyens, citoyennes et les associations et la société civile pour entraver ce droit au recours direct. Et donc c'est comme si on mettait une sorte d'intermédiaire entre la justice et les citoyens et citoyennes et la société civile. Or, l'objectif de ce code de procédure pénale, c'est aussi de faciliter les procédures, à ce que je sache. C'est aussi de rendre l'appareil judiciaire encore plus rapide. C'est aussi d'avoir des jugements dans des délais raisonnables. Et donc, pour avoir tout ça, je trouve que c'est en parfaite incompatibilité avec le fait de devoir recourir à d'autres institutions qui vont être des sortes d'intermédiaires entre les citoyens et l'appareil législatif ou le pouvoir judiciaire. Donc, il y a aussi le point que le fait que les citoyens et citoyennes saisissent directement le ministère public puisse entraver la liberté ou puisse porter atteinte à la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, ce n'est pas le citoyen ou la citoyenne, ni la société civile qui sont porteurs de cette présomption d'innocence. La présomption d'innocence, on la ressent lors du procès, on la ressent de comment est-ce qu'on est jugé devant un tribunal. La présomption d'innocence, on la ressent à travers des peines alternatives et non pas à travers, par exemple, des peines privatives de liberté bien avant le jugement final et définitif. Donc c'est comme ça que l'on ressent la présomption d'innocence. Et le fait que aujourd'hui on ait justement plusieurs élus locaux et aussi plusieurs parlementaires face à des problèmes de corruption, des problèmes de malversation, des problèmes liés à des crimes financiers, devra faire que l'on devrait réfléchir encore plus à des mécanismes et à des moyens pouvant protéger l'argent public principalement et pouvant protéger les citoyens et les citoyennes de tous ces crimes financiers dont ils sont victimes eux aussi. Parce que qu'est-ce qui donne la qualité à un citoyen ou à une citoyenne de saisir automatiquement le ministère public? C'est qu'il est lui aussi victime, étant donné que cet argent qui a été très souvent qui a fait l'objet de ces crimes est un argent public. Donc forcément, cet individu, cette personne, ce citoyen, cette citoyenne, la société civile ont toute la qualité et toutes les conditions requises pour pouvoir saisir automatiquement le ministère public. Qui se mettent sous le coup de la loi, sous la coupe de la loi, s'ils sont en train de régler un compte politique ou familial. Alors, question que je voulais vous poser sur l'article 7 aussi d'ailleurs. Alors l'article 7, qu'est-ce qu'il dit de ce projet de réforme du Code de procédure pénale? C'est que une association doit aller saisir en justice, alors il y a des conditions. D'abord, il faut qu'elle existe depuis 4 ans. Deuxièmement, il faut qu'elle ait le statut de la qualité de l'utilité publique. Et troisièmement, il y a un troisièmement qui m'échappe. Je crois qu'il y a un troisièmement aussi de conditions. Bien. Si vous prenez donc une association qui n'a pas ces caractéristiques ou un citoyen lambda, qui doivent partir à ces différents organismes, et que ces différents organismes, suivez mon raisonnement, que ces différents organismes décident que oui, il y a eu malversation, donc on envoie ça à la justice. À la limite, pourquoi la justice? Puisque cet organisme, qui n'est pas la justice, vous allez me dire, je connais votre réponse, je la devine déjà, maître, si moi, à Cour des comptes, je prends ce dossier, cette dénonciation, et je transmets à la justice, ça veut dire que j'ai fait mon enquête avec ma brigade spécialisée, avec mes équipes spécialisées, et que je décide qu'il y a eu dénonciation. Donc, à partir de là, la justice n'a plus qu'à condamner, elle n'a même plus à juger, si j'ai bien compris. Non. C'est pas ça le raisonnement, mais ce n'est que l'élément déclencheur. Ce que vous venez de citer, ce n'est que l'élément déclencheur. Ça veut dire c'est l'élément qui va permettre maintenant de passer à une enquête judiciaire. Pourquoi? Parce que l'enquête judiciaire est lourde de conséquences. D'ailleurs,
une enquête policière est coûteuse en termes d'argent aussi, en termes de temps et en termes d'efforts. Ça veut dire en tout terme, il est aussi onéreuse. Alors, l'existence, ou si un organe public, notamment l'INPPLC ou la Cour des comptes ou les CRC, ou ces organes qui sont habilités par la loi et par la Constitution à mener ces inspections et ces enquêtes, et qui ont à la fois les éléments humains et techniques qui leur permettent d'établir la véracité des propos contenus dans telle dénonciation ou plainte portée par une association ou par un individu ou par n'importe qui. Alors, à mon avis, il s'agit là d'une rationalisation d'utilisation des moyens publics. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement il y a ces organes qui sont habilités juridiquement à mener de telles enquêtes. Et l'article 3 leur permet de jouer pleinement leur rôle et d'assister effectivement l'appareil judiciaire en s'assurant de la véracité de ses propos. Maintenant, par rapport à l'article 7, que vous venez de citer, la troisième condition, elle m'est revenue, c'est qu'il faut qu'il y ait un accord du ministre concerné, du ministère concerné. C'est-à-dire qu'une fois que l'organisme, que l'association qui a 4 ans, qui est utilité publique, va dénoncer... Une autorisation d'ester en justice, oui. Une autorisation. C'est-à-dire qu'on a tout verrouillé. Au préalable. On a tout verrouillé. Mais j'ai là le sentiment qu'il y a une confusion, une liaison entre les dispositions de l'article 7 et de l'article 3. Or, ça n'a rien à voir. Oui. Pourquoi? Parce que je tiens tout d'abord à préciser cet élément. L'article 7, les dispositions de l'article 7 sont des dispositions qui ont trait à qui peut se constituer partie civile devant un juge pénal. Et se constituer partie civile n'a rien à voir avec la dénonciation ou la plainte. Ce sont deux choses diamétralement opposées, différentes. Et effectivement, on a très à confondre entre ces deux éléments. C'est vrai. Autant pour moi, il y a des confusions qui sont comme ça. Même si indûment, des fois, oui, on confond des fois sciemment ou consciemment pour des raisons d'autres. Non. Mais nous avons une autre juriste avec nous qui va apporter son correctif. Maintenant, par rapport maintenant aux dispositions de l'article 7, ces dispositions, ils ne sont pas nouvelles dans le dispositif ou dans l'arsenal juridique marocain. Je vous donne l'exemple de l'article 157 de la loi 3108 édictant des mesures de protection du consommateur. En matière de consumérisme, où le tissu associatif, effectivement, est invité à jouer un rôle très important. Et sur le plan civil, et non pas pénal, parce que là, l'article 7, c'est effectivement en matière de procédure pénale. Et la procédure pénale, même dans la définition la plus simple qu'on a donnée, oui, c'est l'ensemble des règles et des procédures, mais qui doit aussi présenter les garanties dont ma consoeur a parlé, notamment les garanties de procès équitable, les garanties effectivement de protéger le principe de présomption d'innocence et d'autres principes directeurs de code procédural. Des règles procédurales. Et même dans cet article 157, si vous lisez maintenant l'article 157, la ligne première, il exige, si une association veut rester en justice en matière de consumérisme, il doit avoir la qualité d'utilité publique. Ou le deuxième alinéa du même article, aussi, il suppose la deuxième condition, ça veut dire d'avoir une autorisation de rester en justice. Alors, ces conditions, à mon avis, ne sont pas étrangères de l'arsenal juridique national. Elles sont d'usage et d'utilité et n'ont jamais posé problème. Mais aujourd'hui, ils posent problème. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une tentative de confusion et de tisser un lien entre les dispositions de l'article 7 et les dispositions de l'article 3. Or, il s'agit de deux choses diamétralement opposées. L'article 3, je dis bien, il ne limite pas l'action des associations, mais il encadre leur action, il rationalise leur action, notamment en leur permettant d'aller vers des organes beaucoup plus spécialisés et qui ont les moyens techniques et humains de s'assurer effectivement et de les aider aussi. C'est pour cette raison que
je dis bien que les dispositions de l'article 7, je vois mal que comment on peut les lier avec le droit d'ester en justice, qui n'a rien à voir avec Alors, les finalement, avoir un magistrat sur le plateau est une bonne chose parce qu'il y a une explication qui aurait peut-être échappé. Mais je voudrais me retourner vers vous, Maître Zaki, et vous demander de laisser de côté votre casquette d'avocate pour prendre celle de membre du comité central du PPS. Je voudrais vous poser la question de pourquoi le gouvernement et sa majorité tiennent à cet article 3, alors que malgré ce que dit Maître Ezzouzi, il y a une perception de volonté de verrouillage. Oui. Perception de volonté de verrouillage qui passe du 3 au 7. Je refais la confusion parce que justement, nous ne sommes pas magistrats. Mais il y a aussi cet article sur l'enrichissement illicite, enfin toute la polémique qu'il y a eu sur l'enrichissement illicite, sur le conflit d'intérêts, etc., etc. Pourquoi, d'après vous, je vous demande de répondre en tant que politique cette fois, le gouvernement s'arc-boute et s'accroche à ça, à son idée? Alors déjà, faut savoir quelle est l'idée que se fait le gouvernement actuel de la réforme du Code de procédure pénale. Est-ce une réforme purement technique ou est-ce une réforme qu'on met en place aujourd'hui pour pouvoir garantir plus de liberté, pour pouvoir également garantir plus de démocratie participative? Je ne pense pas. Le gouvernement aujourd'hui n'a pas cette vision d'élargir les libertés, n'a pas cette vision d'élargir la démocratie participative, de mettre en place ou de mettre en œuvre tous les mécanismes facilitant la mise en place de dispositions purement constitutionnelles, mais aussi qui sont en relation avec l'ensemble des conventions et traités internationaux ratifiés par le Maroc, en termes de participation citoyenne, en termes de démocratie participative. Et je pense que cette volonté et je reprends les termes de M. Zouzi, qui est la rationalisation, le fait d'encadrer l'encadrement, c'est un peu des termes cachés pour dire nous voulons restreindre le droit à ces associations, nous voulons restreindre le droit à la société civile, nous voulons restreindre le droit aux citoyens et citoyennes de pouvoir soit ester en justice en saisissant directement le ministère public par rapport à l'article 3, soit en agissant en tant que partie civile ou en se constituant en tant que partie civile par rapport à l'article 7 dans des différents dossiers. Je vous donne l'exemple pour qu'on puisse facilement faire la différence entre cet article 3 et l'article 7. Une personne qui a commis un crime ou une infraction de corruption ou autre, ou un délit de corruption ou autre, que ce soit un élu local ou un parlementaire, si j'ai tous les moyens de preuve nécessaires, en tant que citoyen, en tant que citoyenne, je suis capable d'aller déposer une plainte auprès du ministère public pour faire marcher l'appareil législatif, l'appareil judiciaire. Voilà. Et donc, ça, c'est par rapport à l'article 3. En revanche, pour l'article 7, pour que les choses ne soient plus autant nuancées, pour l'article 7, je suis une association de défense des droits des enfants. Un enfant a été victime, par exemple, de viol ou de harcèlement. Je suis capable, en tant qu'association, de me constituer partie civile aux côtés de cet enfant. Donc, ce sont les nuances à faire par rapport à quand est-ce qu'on se constitue partie civile et quand est-ce qu'on peut... Donc vous maintenez votre idée c'est finalement pour protéger un personnel politique. Ben justement, c'est pour protéger un personnel politique et c'est pour mettre à l'écart l'ensemble des participants et participantes, notamment la société civile, pour ne plus avoir de dénonciation suffisante, pour, en quelque sorte, non seulement les mettre à l'écart, mais aussi pour les intimider, parce que on revient à l'idée qu'il y a une sorte d'intimidation de ne plus dénoncer ou de ne plus saisir ces instances. Et je voulais juste revenir sur une petite idée, c'est que quand on discute du fait qu'il y a d'autres institutions qui sont capables justement de mener des enquêtes et qu'on prétend que les enquêtes policières doivent coûter un argent qui est l'argent de la communauté, mais je me demande si ces mêmes enquêtes ne seront pas aussi coûteuses si elles sont menées par d'autres institutions. C'est toujours de l'argent public et c'est toujours à peu près les mêmes institutions qui vont... c'est les mêmes enquêtes qui sont menées, donc forcément, si on dit qu'il y a
autant de C'est personnel, dépensé ici, c'est ou c'est dépensé dépensé ici ici, de ou toute c'est manière, au dépensé trésor ici, de autant les dépenser directement en saisissant le ministère public au lieu de rajouter Très bien. des dépenses et des procédures en plus. J'ai bien fait de le dire, vous abandonnez votre casquette d'avocate et vous prenez celle de l'opposition, parce que là, il y a été franchement en disant qu'il y a une volonté de dissimulation, une volonté de masquer. Voilà, ça vous était directement destiné. Bon, je sais que vous avez l'obligation de réserve, mais enfin bon. Pas directement Non, destiné, mais... directement, pas lui personnellement, bien Pas entendu. lui personnellement, tout à Mais fait. au niveau du ministère que vous représentez. Donc je voulais savoir ça. Ed, je voulais revenir. Pour une fois qu'on a un magistrat avec nous ici, on ne va pas se bouder le plaisir de demander sur les 100 000 incarcérés, etc. On va revenir sur ça. Répondez, on a encore 5 minutes sur l'émission, même pas 3 minutes. Wow. Ça passe vite. Hein, Ça passe très vite. Là, ça passe trop vite. Alors, par rapport à la question, c'était toujours par rapport à l'article 3 et par rapport à ce qui a été dit. Oui. Elle a dit qu'il y avait une volonté de dissimulation, une volonté de masquer les choses sous des termes savants, rationalité, etc. Du tout. Parce que cette dissimulation, au moins, ne peut être, à mon avis, ne peut être ni le produit, l'effet produit par les dispositions, par la rédaction des dispositions de l'article 3, ni même l'objectif recherché. Parce que l'objectif recherché, c'est, comme je l'ai bien souligné avant, c'est de permettre à des institutions qui sont déjà là à contribuer aussi dans cet effort national de lutte contre la corruption et de lutte contre ce type de criminalité qui est caractérisé par des difficultés de preuve, par la technicité et la complexité aussi de ces dossiers. Et ce n'est pas une tâche aisée d'établir l'existence des infractions connues sous le vocable générique de corruption, notamment détournement, dilapidation, etc., la concussion, le trafic, etc., l'ensemble de ces infractions sont des infractions très techniques qui exigent une technicité, une formation assez particulière, notamment en matière de regroupement des éléments de preuve. Alors, c'est pour cette raison que le législateur a pensé, que les initiateurs de ce projet ont pensé à mettre ces dispositions, notamment pour mettre leur expertise et leurs moyens et techniques à la disposition effectivement de la justice pour s'assurer d'avance de l'existence et de la véracité aussi de ces allégations contenues dans la dénonciation ou dans la plainte. Par rapport à ce que ma consort a dit, notamment par rapport à l'argent qui va être payé ici ou ailleurs, il y a une nuance aussi à ce niveau-là. C'est quoi la nuance que je veux aussi souligner? C'est que ces organes, c'est de leurs propres attributions de font effectivement cette inspection, ce contrôle. Par exemple, autant que la police judiciaire. La police judiciaire, oui, mais sur une saisine. Mais par exemple, la Cour des comptes, elle fait soit les jugements de compte, soit en matière de DBF, de discipline budgétaire et financier, ces organes. Alors, ce sont ces organes qui sont spécialisés, ils font que ça. C'est de leurs propres attributions de le faire. Alors c'est leur tâche quotidienne, effectivement, de le faire. Du coup, ça ne va pas engendrer ce coût additionnel qui va être payé ici ou ailleurs. Je ne suis pas partisan 30 secondes pour il n'y a pas de conclure. Dissimulation, à mon sens, mais il y a, je maintiens, il y a une rationalisation. C'est clair. 30 secondes de conclusion. Alors, en conclusion, en 30 secondes. La conclusion en 30 secondes. Moi, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on mette en place un code de procédure pénale qui puisse être respectueux de l'ensemble des dispositions constitutionnelles, mais également de toutes nos obligations que l'on a prises en ratifiant les conventions internationales et les traités internationaux. Ces dispositions, aujourd'hui, ne sont pas conformes à ce code de procédure pénale et il faudra une réelle volonté politique pour pouvoir avoir un code de procédure pénale et un code pénal qui puisse être à la hauteur de nos obligations au niveau international et à la hauteur de la Constitution de 2011. Merci. Alors là, même pas ça. Désolé.
parce que c'est moi qui vais les prendre, justement pour résumer rapidement. Désolé, maître. Alors, du côté du ministère de la Justice, c'est rationaliser l'article 3, l'article 7, c'est rationaliser les poursuites judiciaires, assurer l'enquête judiciaire et mettre les moyens pour ça avec des équipes spécialisées. Troisièmement, protéger les réputations des suspects. On peut résumer les choses comme ça. Du côté de Maître Zaki, pour mieux protéger le principe de présomption d'innocence. Pour mieux protéger le principe de présomption d'innocence, très bien. Pour vous, donc, pour l'opposition d'une manière générale, c'est un verrouillage de système, c'est un déni de démocratie participative et c'est une protection du personnel politique. Donc on vous laisse vous faire juge vous-même, on a un juge avec nous, enfin on vous laisse vous faire juge vous-même, vous faire votre opinion de cet article qui devrait passer dans les prochains jours de cette procédure, toute la procédure, plus les articles 3 et 7 qui devraient passer ces prochains jours. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Maître Hassan Ezzouzi. Merci à vous, Maître Yasmine Zaki. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci.